Bonjour, soyez les bienvenus dans La Voix est libre, le rendez-vous politique du samedi matin. Nous sommes au 53e Salon de l'Agriculture, ici à Paris, porte de Versailles, salon qui refermera ses portes demain. Et jamais un salon ne s'est déroulé dans une ambiance aussi tendue. Les prix qui se sont effondrés l'an dernier sous l'effet de la suppression des quotas laitiers, de l'embargo russe et de la baisse de la demande chinoise, met en grande difficulté bon nombre d'éleveurs bovins et porcins. Quelle solution pour en sortir? L'invité de La Voix est libre est Christiane Lambert, première vice-présidente de la FNSEA et éleveuse dans le Maine-et-Loire. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour madame. Merci d'être avec nous au Salon de l'Agriculture. Vous enchaînez émission sur émission, vous êtes très demandée. On va regarder tout de suite ces images. C'était samedi dernier, François Hollande hué à l'ouverture du salon. 6 heures de visite dans un climat électrique, des éleveurs qui scandent démission, casse-toi, des injures, des jets de crottin. Christiane Lambert, est-ce que c'est normal ? C'est pas normal, c'est le révélateur d'un très très gros malaise qui est à la fois économique et moral pour les agriculteurs, qui sentent qu'ils vivent quelque chose de très très difficile, une crise historique, et qui ont le sentiment qu'il y a une grosse incompréhension autour d'eux. Pour beaucoup, c'est leur avenir professionnel qui est en jeu, c'est même leur propre maison. Certains vendent leur maison pour tenir ou vendent des hectares pour tenir. Donc ils vivent quelque chose de très très grave, et le sentiment, c'est que les gouvernants ne prennent pas la mesure de la gravité. Alors Xavier Belin, votre patron de la FNSEA, a dit que ce n'était pas effectivement acceptable. Il y a eu 5 agriculteurs interpellés à la suite de ce saccage du stand du ministère de l'Agriculture. Ils ont été relâchés. Depuis le début du salon, on parle beaucoup de la personnalité de Xavier Belin, qui est plus un homme d'affaires, un agro-businessman. On a l'impression que sa réalité est quand même très éloignée de celle des agriculteurs. Il y a beaucoup de caricatures qui ont été faites à propos de Xavier Belin. À la base, il est agriculteur, il s'est installé à 17 ans, très jeune. Suite au décès brutal de son père, il était le chef de famille, 4 enfants à la maison, sa maman lui a demandé de revenir sur l'exploitation. Aujourd'hui, il est agriculteur en GEC avec 2 frères et 2 cousins, et ils ont 500 hectares. Voilà qui est Xavier Belin. Il est à côté président, et non pas PDG, d'un groupe qui a été... empire céréalier, oui, mais 7 milliards de chiffre d'affaires. Exactement, Avril, mais Sophie qui a Protéol. été construit par des agriculteurs. Chaque agriculteur paye des cotisations sur chaque livraison de ses grains de colza, de tournesol, pour alimenter un fonds qui sert à transformer les produits et à acheter des marques. Ils ont acheté Le Sieur, Puget, Matine. C'est là où se fait la valeur. Donc c'est un agriculteur qui préside un conseil d'administration d'agriculteurs. Tout le reste après, c'est des caricatures qui ont été inventées. Alors écoutez, on va écouter un agriculteur. C'était mi-février à Carquefou, près de Nantes, lors du blocage de la centrale d'achat Super U. Écoutez ce qu'il disait de Xavier Belin. On est conscient que la FNSEA n'est pas là pour soutenir les éleveurs, mais pour soutenir les céréaliers. C'est pour ça qu'il y a une telle mobilisation. Aujourd'hui, il y a des gens de tous bords, parce que le monde de l'élevage en a ras la casquette, des gens qui nous promettent des 1100 choses et on n'en voit jamais la couleur. La FNSEA, ce monsieur parle des céréaliers, on pense bien sûr à Xavier Belin, qui semble un peu coupé de sa base quand même. Alors, Xavier Belin n'est pas coupé de sa base, et la FNSEA, ce n'est pas que Xavier Belin. Le numéro 2 est producteur de lait dans l'Aveyron. Je suis numéro 3, je suis producteur de porc dans le Maine-et-Loire. Le numéro 4 est éleveur laitier en Thiérache, dans l'Aisne. Le numéro 5 est viticulteur dans l'Hérault, en viticulture de qualité. Et le numéro 6 est éleveur laitier, fait du fromage à Comté. Donc voilà, les caricatures, tout le monde peut les faire. Moi, je m'attache à parler de la réalité. Et Xavier Belin, c'est la première fois que c'est un céréalier qui est président de la FNSEA. Avant, il n'y a eu que des éleveurs laitiers ou de viande bovine. Il y avait aussi des critiques à l'égard du dirigeant. Un Vendéen, Luc Guyot. Oui, et puis il y a eu aussi Jean-Michel Le Métayer. Donc, je trouve que c'est dommage quand les agriculteurs focalisent sur une caricature de ce type-là. On a besoin plutôt d'être soudés et unis. Xavier Belin a de grandes capacités, nous avons besoin de lui. Et je n'accepte pas que des gens soient aussi véhéments sur des critiques personnelles. Alors, on va pas m'adresser à la numéro 3, en l'occurrence vous, puisque vous êtes éleveuse à Bouillé-Ménard, dans le Maine-et-Loire. Un élevage de porc, des truies, plus de 200 truies, plus de 5000 cochons vendus par an, de la polyculture aussi. Alors nous avons 110 hectares de culture et un élevage de 230 truies, et nous travaillons avec mon mari et 2 salariés. Nous sommes 4 à travailler sur l'exploitation. Et vous contribuez à la richesse agricole des Pays de la Loire, qui sont la 2e région agricole de France, 25 000 exploitations, 10% de la production française, de l'élevage, de l'horticulture, de la vigne ou encore de travail du sel, des productions très diverses et diversifiées. La plus grosse difficulté aujourd'hui dans les Pays de la Loire, elle est quand même pour les éleveurs porcins.
dont vous, votre revenu a baissé ? Bien sûr, l'année 2016 démarre avec un prix du porc qui est fixé à 1,10 € par kilo au cadran. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les porcs qui quittent notre exploitation sont réglés à 1,25 € le kilo. Notre prix de revient est plutôt proche d'1,50 €. Donc chaque fois qu'on vend un animal, on fait un déficit. Comment tenir dans ces conditions ? Grâce à la confiance de la banque qui nous donne la possibilité d'avoir une ouverture de crédit en compte courant, grâce aussi à ce que nous avions réussi à mettre de côté les années précédentes, parce qu'on a 54 et 53 ans, donc on a une antériorité. C'est moins vrai pour les jeunes qui sont installés depuis peu et qui n'ont pas eu la chance de capitaliser. Mais cette situation ne peut pas tenir, on ne peut pas travailler à perte indéfiniment. Voilà pourquoi dans les solutions que nous proposons, il y a entre autres lever l'embargo russe que vous présentez dans votre introduction comme une des raisons du malheur, c'est vrai. Pas la seule, hein. C'est pas la seule, oui, mais c'est quand même 75 000 tonnes que nous exportions vers la Russie et qui ne partent plus. L'autre raison, c'est que l'Espagne a augmenté sa production de 7% en un an. L'Allemagne a augmenté sa production de 4% en un an. Et nous, Français, nous sommes sages, à plus 2%, mais les prix se sont effondrés partout. Et donc, nous sommes tous victimes de cette enflammée de la production. Alors, avant d'aller plus loin avec vous sur les solutions à apporter à cette crise, on va voir un reportage en Mayenne, puisque la région de Pays de la Loire, c'est 11% de la production de viande porcine. Et 2/3 de cette production se situe en Mayenne, où il y a environ 700 éleveurs de porcs. Pierre-Éric Callier et Pascal Cosset ont rencontré l'un d'entre eux qui peine à trouver un équilibre financier. Regardez. Le moment le plus difficile pour cet éleveur de porcs, l'heure des comptes. Car en 2008, Pascal Aubry subit une perte de 200 000 €. Il frôle alors la liquidation judiciaire et doit pour s'en sortir commencer à se restructurer. Je suis passé de 150 ruinesseurs engraisseurs à aujourd'hui, depuis le mois d'août, 50 ruinesseurs engraisseurs. Pour une grande partie, je vends aujourd'hui à des bouchers charcutiers en direct. On a eu des périodes où on a eu envie de tout arrêter. J'ai même eu des périodes complètement difficiles parce que j'ai failli me suicider en 2009. Si j'avais pas eu la famille derrière moi, je pense que c'était fait. Concurrence de l'étranger, main-d'œuvre plus chère en France et puis surproduction globale dans notre pays comme au-delà de nos frontières. Être un producteur de porc aujourd'hui, c'est accepter pour certains, comme ce Mayennais, d'affronter un avenir incertain. Depuis 2007, on n'a pas dégagé, pour dire, de bénéfices. On a juste, avec beaucoup de mal, équilibré pour arriver à rassurer le banquier et fournisseur principal. Mais on a encore au moins 4 ans comme ça avant de s'en sortir et vraiment être sorti de l'eau, quoi. Alors qu'attendent les professionnels ? Des décisions fortes, politiques à l'échelle européenne, avec une vraie régulation de la production. De quoi peut-être retrouver de la compétitivité pour les 160 abattoirs de porcs français qui pour le moment peinent à exporter. Christiane Lambert, tout à l'heure, parmi les solutions, vous évoquiez la levée de l'embargo russe. En tout cas, on y réfléchit au niveau européen. On en saura peut-être un peu plus le 14 mars lors de la réunion du Conseil européen des ministres de l'Agriculture. Autre solution, est-ce qu'il faut rétablir des quotas au niveau européen qui ont tous disparu en 2015 ? Alors, il n'y a jamais eu de quotas sur la production porcine. Mais est-ce qu'il n'en faudrait pas une, puisque de toute façon, le porc n'est pas une production élastique ? Oui, mais la France est isolée dans sa vision de la régulation. Nous avons été, Français, les derniers à résister et à refuser l'abandon des quotas laitiers. En 2005, lorsque les choses ont été décidées, la France a résisté, puis la France a été mise en minorité. 27 pays ont voté, nous étions les seuls à être récalcitrants. Aujourd'hui, les autres pays n'en veulent pas. Matière laitière, l'Irlande vient d'augmenter sa production, elle aussi, de 13%. Les Pays-Bas ont fait plus 12%. Et nous, Français, nous faisons plus de... On ne peut pas raisonner seulement en français. Par contre, indéniablement, aujourd'hui, vu la volatilité très importante, quand la demande chinoise patine, il y a trop de tout partout, parce que la Chine est un très très grand importateur. Et quand nous demandons des outils de régulation aujourd'hui à l'échelle européenne, ça ne s'appellera pas des quotas, parce que ça ne sera plus possible de les remettre en place. Par contre, il faut trouver des outils pour gérer les crises. Quand il y a trop de produits, être capable de retirer les produits. C'est ce que propose Stéphane Le Foll, c'est-à-dire des aides, c'est ce qu'il a proposé d'ailleurs à l'Europe, des aides aux agriculteurs qui volontairement réduisent leur production quand il y a surproduction. C'est des quotas déguisés. C'est pas des quotas déguisés, enfin on peut appeler ça des quotas si vous voulez, moi ça ne me gêne pas. Les Pays-Bas viennent de le faire pour le lait, parce que même si les agriculteurs manifestent moins aux Pays-Bas et en Allemagne, ils connaissent aujourd'hui de vraies difficultés par rapport au prix, parce que les prix sont trop bas partout, et une coopérative laitière vient d'encourager les producteurs à moins livrer. Donc ils sont rémunérés pour ne pas livrer leur lait, pour tarir leurs vaches. On envisage aussi
ils envisagent aussi de payer des agriculteurs qui ne mettraient pas leurs truies en production pour alléger les porcs amenés sur le marché. Si on allège le marché, ça peut faire remonter les prix pour tout le monde. Donc ça, ce sont des dispositifs qui sont proposés aujourd'hui. Le 14 mars a lieu un Conseil des ministres à Bruxelles. Et c'est là que les décisions devraient être prises, effectivement, puisque M. Le Foll a poussé le sujet trop tardivement au mois de février. La décision n'a pas été possible. Le commissaire européen est venu en France. Il a rencontré le ministre de l'Agriculture et le Premier ministre. Nous avons obtenu un rendez-vous pour pousser ces mesures de régulation de marché qui sont indispensables aujourd'hui pour nous Français, mais pour tous les agriculteurs européens. Alors c'est l'une des solutions, des outils de régulation de marché, ce ne sera pas suffisant. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à trouver au niveau de la grande distribution sur laquelle les agriculteurs tapent régulièrement ? Alors, il y a des accords qui sont passés selon l'agriculture. Oui, bien sûr. Alors déjà peut-être par rapport au reportage, et le monsieur l'a dit, il faut aussi alléger la situation de trésorerie ponctuellement. C'est pour ça que la FNSEA a négocié un plan d'urgence pour les agriculteurs avec des années blanches bancaires. On reporte les annuités en fin de tableau. Avec une année blanche sociale, on allège la charge cotisation sociale pour passer le cap de ces cours difficiles. Et puis plus structurellement, au moment où se passent les négociations commerciales, il faut que la grande distribution, qui est un acheteur important de viande, joue le jeu et soit un petit peu plus patriote. Ils ont beau nous dire la main sur le cœur, on vous aime, on vous soutient. On sait très bien que leur promotion à chaque fois, c'est venez chez nous, c'est moins cher. Donc les grands distributeurs vendent aujourd'hui plus de viande française parce qu'ils ont été mis sous pression par les agriculteurs. Par contre, ils sont toujours aussi durs sur le prix. Et quand je vois aujourd'hui certains pratiquer pour des côtes de porc, des rôtis, des chipolatas, on est sur des niveaux très bas qui ne permettent pas de remonter des centimes jusqu'aux producteurs. François Hollande, lors de sa visite au Salon de l'Agriculture, a quand même lancé un ultimatum à la grande distribution. Il s'est dit convaincu qu'il fallait revoir la loi de modernisation de l'économie votée en 2008 sur la présidence de Nicolas Sarkozy, qui avait déréglementé les négociations entre fournisseurs et distributeurs. Vous encouragez ? Oui, tout pouvoir avait été donné aux grands distributeurs qui étaient extrêmement durs et qui tyrannisaient les commerciaux de nos entreprises lorsqu'ils allaient dans les boxes de négociation. Benoît Hamon avait essayé de changer un certain nombre de choses, mais depuis 2014, les grands distributeurs se sont regroupés. Vous savez que 2014, ça a été l'année du mariage pour tous, mais pour les grands distributeurs aussi, puisque Casino a épousé Intermarché, Cora Carrefour, et Auchan s'est marié avec Super U. Au lieu d'avoir 6 opérateurs, nous en avons 4. Donc ils exercent un monopole extrêmement fort. C'est un entonnoir redoutable. Et ils ont aujourd'hui beaucoup d'imagination, des conseillers juridiques experts, pour justement serrer partout. Et ce que l'on voit quand même, et ce qui est désolant, c'est qu'ils ne veulent absolument pas tenir compte des coûts de production franco-français. L'Allemagne a construit sa compétitivité sur des salaires dans les abattoirs à 500 € par mois. C'est scandaleux. Sur une fiscalité plus avantageuse. Parce qu'elle fait venir beaucoup de travailleurs de l'Est, l'Allemagne. Exactement. Elle fait venir des travailleurs détachés. Nous ne voulons pas ça, mais nous voulons être sur un pied d'égalité avec l'Allemagne, qui construit sa compétitivité et qui met en l'air toute la filière française, mais en viande, en lait, en porc, avec du dumping social insupportable. Vous voyez, il y a des accords signés aussi au Salon de l'Agriculture. Il y a Fleury Michon, le Vendéen, ça c'est positif, qui a mis sur pied une filière qualité. Jambon sans antibiotiques, sans OGM, et les éleveurs touchent une plus-value de 6,30 € par animal. C'est bien, mais c'est microscopique. C'est microscopique. Alors McDo aussi vient de signer un contrat de 3 ans avec le groupe Sartois LDC pour 9000 tonnes de poulet pour ses nuggets. Ça aussi, c'est microscopique. Ça aussi, c'est une victoire de la pression que nous avons organisée pour dire attention, nos productions sont les emplois dans les exploitations agricoles, mais aussi dans l'industrie agroalimentaire. Nous avons en Pays de la Loire et dans le Grand Ouest une vraie richesse d'emplois en agroalimentaire. Donc il faut que sur l'ensemble des segments, les produits sous signe officiel de qualité, les démarches comme celles que vous citez, mais aussi tous les produits classiques, on puisse avoir un contrat à 3. Le producteur, son groupement producteur ou sa coopérative et la grande distribution en tenant compte de nos coûts de production aussi. Parce que sinon, nos exploitations ne tiendront pas. S'il y a toujours ces 30 centimes qui manquent, ça ne durera pas 10 ans. Alors, vous le disiez, la qualité, c'est une des pistes. D'ailleurs, les éleveurs bio ne souffrent pas de cette crise. Les Pays de la Loire sont la première région pour les produits en AOP, en appellation d'origine protégée ou labellisée. 102 labels rouges quand même au Pays de la Loire, 26 AOP, 22 indications géographiques protégées. Et puis en agriculture biologique, il y a quand même 115 000 hectares en Pays de la Loire. Et on va aller retrouver Christophe Amourio qui est dans le hall 1, là où sont les animaux. Et il est avec des éleveurs qui cultivent la qualité et qui, a priori, s'en sortent pas si mal. Oui, tout à fait. Alors quand on pense élevage, on pense peut-être bovin, on pense peut-être porc. On en a dans la région des Pays de la Loire, des porcs en Sarthe qui ont des labels, des bovins aussi qui ont des labels, mais on a aussi
dans cette région de Pays de la Loire, des poulets, de la volaille, avec un label, et on a même de la volaille et des poussins. Ils sont là dans les mains, dans vos mains. Vous êtes le directeur des fermiers de Loué, d'une coopérative qu'on appelle les fermiers de Loué. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici sur votre stand. Donc, vous avez un poussin qui a quelques heures dans les mains. Oui, celui-là, il a juste 3 heures. Donc c'est un petit Parisien qui ce matin était encore dans le village de Loué et a pris le TGV pour arriver ici à Paris. Au-delà de la belle image, quelle est votre situation face à cette crise qu'on évoque dans cette émission? Comment vous vous en sortez? On s'en sort très bien. Il faut reconnaître que nos exploitants agricoles sont exploitants de bovins, de lait ou d'autres productions et souffrent avec ces productions. Mais ils nous disent que heureusement que Loué est là pour tenir l'exploitation parce que dans bien des cas, la production de volaille est la seule production qui rapporte encore un peu d'argent. On pense volaille, on pense surproduction. Comment vous gérez ça, vous? Alors nous, on a un principe très simple, c'est qu'on ne met jamais en élevage un poulet qui n'a pas été déjà vendu. Donc à Loué, on n'a jamais de surproduction. On ne met en place que ce qu'on est capable de vendre. S'il n'y a pas de commande, les poulaillers restent vides. C'est possible de le faire plus facilement en volaille que pour d'autres productions puisque les cycles sont courts. Mais c'est aussi une culture très ancienne chez nous parce qu'elle date d'il y a 50 ans. C'est vrai, vous avez été les premiers, on parlait de label, d'AOP, etc. Vous cumulez. Oui, en fait, on a nous décidé en 58 de maintenir une production de volaille à l'extérieur. Et on a été à la base de la création du label rouge en 58 puis en 65. On est IGP, on fait aussi beaucoup de bio. En fait, on est tourné que sur ce qu'on appelle les SICO, les signes officiels de qualité, qui aujourd'hui résistent très bien dans la crise. Une question très courte, est-ce qu'on peut imaginer élargir votre modèle beaucoup plus largement? Est-ce que ça doit rester concentré dans un département, la Sarthe? Non, d'abord, il n'y a pas que la Sarthe. Dans les Pays de la Loire, il y a d'autres productions label. Il n'y a pas que nous qui en faisons. Pratiquement tous les départements ont des productions label. Mais si aujourd'hui, il n'y a que 1000 éleveurs à louer, c'est beaucoup 1000 éleveurs et pas 1500, c'est qu'on est capable de vendre la production de 1000 éleveurs. Donc on ne peut pas donner de leçons à personne. Donc notre système fonctionne bien à trouver ses consommateurs et continue à les trouver d'année en année pour 1000 éleveurs aujourd'hui. Donc si demain il y a plus de consommateurs, c'est les consommateurs qui décideront. D'accord. Merci pour ces précisions. Donc nous sommes ici dans ce lot 1. Je vous le disais, des volailles à voir et même à voir éclore, à sortir de leur coquille. Merci beaucoup, Christophe. Je vous ai vu opiner du chef, Christiane Lambert. Oui, ces propos sont très sages. Beaucoup de choses dépendent des consommateurs. Si les consommateurs français consomment davantage de produits français, sont très exigeants pour dire nous souhaitons soutenir l'agriculture française en préférant manger des produits français, nous pourrons augmenter ces segments comme il vient d'être décrit. Malheureusement, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la publicité de la part des grands groupes de distribution se fait surtout sur le prix. Venez chez nous, c'est moins cher, le low cost. Et malheureusement, le moins cher, il vient plutôt d'ailleurs que de France. Et c'est pour ça que vous arpentez les allées du salon avec ce badge. Voilà, alors nous avons voulu sensibiliser les Parisiens, puisqu'on vient ici à la rencontre des citadins et des Parisiens, avec un badge qui dit « Je soutiens les agriculteurs, je consomme français ». On voit aujourd'hui que 83% des Français disent soutenir les agriculteurs et comprendre leur combat. Ils sont d'ailleurs désolés de voir qu'on travaille autant tous les jours de l'année, parce que les animaux c'est tous les jours, et qu'on peut avoir parfois 0 revenu, voire des revenus très très bas. Eh bien nous les incitons à être exigeants, à vouloir des produits français. Donc il y a ça, mais il y a aussi une pétition que nous avons lancée avec l'association de consommateurs UFC Que Choisir et avec l'autre association qui s'appelle Famille Rurale. Nous sommes là à 19 000 signatures en 4 jours, c'est fabuleux. Il faut que ça continue et moi j'invite tout le monde à rejoindre cette signature sur Internet. L'étiquetage des produits pour que, par exemple, chez Fleury-Michon et d'autres, 100% des produits soient français lorsqu'ils sont transformés. Mais alors vous dites que c'est la demande qui fait beaucoup, mais par exemple, la demande de produits bio croît de 10% chaque année. Preuve qu'il y a de plus en plus de reconversions en bio. D'ailleurs, je crois qu'à l'occasion, pendant cette période du Salon de l'agriculture, les reconversions en bio en Normandie explosent et les champs d'agriculture sont débordés. Alors c'est très très bien. Nous sommes en bio avec une croissance à 2 chiffres, puisque nous avons plus 12%. Ça reste encore 5% de la production française, donc il y a beaucoup à faire pour monter encore. Et il faut beaucoup organiser aussi les filières après. C'est-à-dire qu'il faut produire bio, il faut vendre bio jusqu'au bout. Par exemple, la preuve, ce qui est intéressant, et je vous coupe Christiane Lambert, c'est que le fils de Luc Guyot, donc le fils de l'ancien patron très charismatique de la FNSEA, Brice Guyot, il est à la tête de la F2SEA de Vendée et pourtant il est passé en bio. Il a des... Je ne vois pas pourquoi vous dites « et pourtant ». Mais pourtant, parce qu'on a toujours tendance à opposer un peu le bio et l'agriculture conventionnelle. Oui, mais c'est très 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 dommage et c'est des clichés aussi auxquels il faut tordre le cou. Brice Guyot a une vision très dynamique de l'agriculture biologique et il est très charismatique. Il n'oppose pas du tout les modèles. Mon neveu est en bio dans ma commune, nous travaillons ensemble, nous avons le même matériel en coopérative et aujourd'hui les agriculteurs ne s'opposent plus
les bio, les pas bio, les raisonnés, les signes officiels de qualité. C'est davantage l'opinion ou certains médias qui essayent de nous faire nous opposer. Nous n'en voulons pas. Nous travaillons ensemble et aujourd'hui, on manque de porc bio. Donc l'incitation, elle est aussi à aller vers ces segments, mais il faut que les consommateurs nous restent fidèles longtemps. Alors, Christiane Lambert, j'aimerais que vous regardiez ce reportage réalisé chez vous en 1994. Il y a 22 ans, vous étiez à l'époque la seule candidate à la présidence du CNJA. C'est un reportage de Franck Bélier et de Jean-Claude Tolnay. Militante mais agricultrice avant tout, à 32 ans, Christiane Lambert partage sa vie entre son exploitation de Bouillé-Ménard en Anjou et ses responsabilités au Centre des jeunes agriculteurs. Mariée, mère de 2 garçons de 3 et 5 ans, elle gère avec Thierry, son époux, une ferme de 40 hectares où leur profession de naisseur-engraisseur les amène à s'occuper de 200 truies. Je suis agricultrice depuis 14 ans puisque je me suis installée dès l'âge de 19 ans. Mais j'avais choisi très tôt, dès l'âge de 7-8 ans, que je voulais faire ce métier-là puisque je voyais mes parents heureux d'être agriculteurs, épanouis dans ce métier-là, fiers de pouvoir avoir ce métier, faire des projets. Depuis 14 ans, Christiane adhère au Centre des jeunes agriculteurs tout en menant de front son exploitation. Elle a gravi tous les échelons du syndicalisme avant d'accéder à la présidence du CNJA. Elle a la réputation d'être volontaire et dynamique. Alors, certains agriculteurs disent de vous que vous êtes une femme à poigne. Une femme à poigne, c'est beaucoup dire. Disons que j'ai du caractère, j'ai de la suite dans les idées et je suis têtue. Est-ce mon tempérament auvergnat ou la tendance locale qui m'a influencée? Je ne sais pas, l'avenir le dira. C'est une épouse très dynamique, tant au niveau du travail qu'au niveau professionnel en dehors de l'exploitation. Et j'en suis très content. À la tête du CNJA et de ses 60 000 adhérents, Christiane Lambert souhaitera plus que tout redonner espoir aux jeunes agriculteurs. L'enjeu est important, il en va de la relève d'une génération, à l'heure où en France, une ferme disparaît toutes les 10 minutes. Chaque année, 12 000 jeunes agriculteurs font le choix de l'agriculture, font le choix de créer ou de reprendre une exploitation. Notre rôle de syndicaliste, c'est de faire en sorte que cette installation soit possible, soit facilitée par des mesures de financement, des mesures fiscales et sociales qui permettent l'allègement des charges et donc le dégagement d'un réel résultat. L'installation des jeunes, une priorité pour Christiane Lambert. Les pouvoirs publics trouveront à la tête du CNJA une interlocutrice bien décidée à se battre pour que l'horizon s'éclaircisse sur l'agriculture. Christiane Lambert est très content de vous, hein, votre mari. Il en était content à l'époque. Hein. Vous travaillez toujours avec lui. Hein. Oui, je n'ai pas changé de mari, j'ai le même depuis 30 ans. Vos enfants ont grandi. En tout cas, le discours, finalement, n'a pas beaucoup évolué. Allègement de charges, simplification. Alors, écoutez, je suis émue de revoir ces images-là. Je ne vous cache pas que je ne les avais jamais revues. Donc, c'est drôle de voir Thibaut et Guillaume aussi petits. Aujourd'hui, ils sont plus grands que moi. Et non, mais c'est vrai que l'esprit est le même. Moi, je suis une battante, c'est mon tempérament. J'aime travailler, j'aime les gens. Et je trouve que l'agriculture est pleine de personnalités extraordinaires qui sont malheureuses aujourd'hui qu'on ne parle pas d'eux comme ils ont envie qu'on parle d'eux. Et je me sens ambassadeur de cette profession vraiment. Et quand on porte les dossiers avec conviction, avec énergie et avec sincérité, on arrive à faire avancer les dossiers. J'ai pas envie de changer du tout. Je m'épanouis dans mes responsabilités et les agriculteurs aiment cette façon de faire du syndicalisme. Vos fils, ils se lancent dans l'agriculture aussi? Alors Guillaume travaille au 38e étage d'une tour de la Défense. Ouais. Thibaut, après avoir fait Sciences Po, a fait un BTS agricole. Ouais. Et aujourd'hui, il est parti travailler en Roumanie. Et Pauline, qui est arrivée après, qui a 16 ans, veut être vétérinaire pour les gros animaux. Donc, quand même, on verra. Ça continuera. Un jour, prendre la tête de la FNSEA, ça vous tente? Écoutez, nous ne sommes pas en élection permanente à la FNSEA, il n'y a pas de primaire. L'élection chez nous a lieu l'année prochaine, en 2017, et d'ici là, il peut se passer plein de choses. Mais moi, je n'ai jamais eu de plan de carrière, je n'ai jamais raisonné comme ça. Je veux être utile là où je suis. Rapidement, Christiane Lambert, la région Pays de la Loire a voté un plan d'aide aux agriculteurs, 15 mesures, donc on peut citer les principales, 100% de produits français dans les cantines, 50% de produits régionaux, dont 20% de bio, ça c'est bien. Oui, c'est tout à fait dans l'esprit de ce que nous portons avec les chambres d'agriculture depuis 3-4 ans maintenant, 5-6 ans dans certaines chambres. Et c'est aussi une façon, pour des gros volumes de production, dans les cantines, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons, de mettre en avant les produits de nos régions qui sont les emplois de nos régions. Bonne empreinte carbone, beaucoup d'emplois, satisfaction des agriculteurs, meilleure rémunération. On a là un cocktail assez positif. Des aides aussi pour les agriculteurs qui optent pour une année blanche, versement de 55 millions d'euros d'aides issues des fonds européens qui sont encore bloqués. Ce plan, vous en êtes satisfaite ?
Oui, parce que nous avons beaucoup travaillé pour le co-construire avec le conseil régional et ses élus. Et c'est important que des professionnels engagés et qui vivent du métier d'agriculteur, vous avez vu mon exploitation, puissent être écoutés, auditionnés et consultés chaque fois que des décisions sont prises. Ça colle vraiment aux besoins des agriculteurs. Christiane Lambert, le salon d'agriculture se termine demain. Qu'allez-vous continuer à faire? Parce que la crise, on n'est pas sorti de la crise. Non, bien sûr. On attend le 14 mars. La réunion du Conseil des ministres européens Il y a d'agriculture. le niveau européen avec le 14 mars, il y a le niveau national où il faut que le plan d'urgence se mette en œuvre très très vite. J'ai rencontré un agriculteur de la Loire cette semaine qui me disait que dans son département, aucun versement n'a été fait. La direction de l'agriculture n'a pas travaillé correctement. Et puis nous sommes très vigilants aussi sur la relation avec les grands distributeurs. Suite aux manifestations, ils ont un peu plus ouvert leurs oreilles. Nous attendons maintenant qu'ils passent à l'acte et qu'ils soient moins durs sur les négociations prix. Et puis l'appel aux consommateurs, il est permanent. Consommez français, vous nous aimez, c'est bien, mais mangez nos produits, achetez nos produits, on en a besoin. Merci beaucoup Christiane Lambert. Donc vous allez continuer. Merci. C'est gentil, merci. Voilà. Merci Christiane Lambert d'avoir été sur le plateau de La Voix est libre ici au Salon de l'Agriculture. Vous entendez les applaudissements. Donc salon qui referme ses portes demain. La semaine prochaine, ce sera Johanna Roland, la maire socialiste de Nantes, qui sera notre invitée. On parlera bien sûr de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et du périmètre du futur référendum. Dans un instant, c'est le journal avec Éléonore Duplé. Je vous souhaite un très bon week-end sur France 3 Pays de la Loire.